Faut-il bannir non seulement les réprimandes, mais également les compliments de la salle de classe? Comment faire respecter la discipline? Peut-on vraiment dire que l'apprenant ou l'apprenante doit faire 50% du chemin? Et qu'est-ce qui différencie l'enseignement aux enfants de celui qu'on destine aux adultes? Incroyable mais vrai, toutes ces questions sont abordées dans l'ouvrage d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, Le courage d'être heureux, The Courage to be Happy. Et c'est pourquoi tu ne dois pas passer à côté en tant qu'enseignant ou enseignante. S'agit-il d'un ouvrage de développement personnel? Après tout, ce livre est bien la suite d'un premier opus commis par les deux acolytes, The Courage to be Disliked, le courage de ne pas être aimé. On y retrouve les mêmes personnages 3 ans plus tard. Un vieux sage expert de la psychologie de Adler et un jeune homme qui s'y intéresse. Dans l'intervalle, ce dernier a eu le temps d'expérimenter, en particulier dans sa salle de classe, puisqu'il est devenu éducateur suite à leur première conversation. Il est donc bien question de l'application des principes d'Adler au sein d'une salle de classe. Or, selon Alfred Adler, il ne faut ni complimenter, ni réprimander. Mais comment faire régner l'ordre dans ta salle de classe sans réprimande? Après s'être efforcé de respecter les principes adlériens au sein de sa salle de classe, le jeune homme a fini par abandonner la partie. Pour lui, ces principes ne sont que des vœux pieux, idéalistes, totalement impraticables dans la vie de tous les jours. Il arrive donc chez le vieil homme très remonté, très en colère, l'accusant de l'avoir induit en erreur. Il regrette notamment de ne pas s'être montré ferme dès le début, car désormais, ses élèves pensent qu'il est mou et ne le prennent plus au sérieux. Il ne pourra jamais rattraper ce mauvais départ. Au cours d'une longue discussion, les deux hommes vont aborder des sujets très divers, tels que la manière dont on peut se faire respecter en tant que professeur, le cercle vicieux de la compétition dans lequel nous font entrer les compliments et les réprimandes, la question des limites de la responsabilité personnelle, les différences entre enfants et adultes, l'immaturité de notre désir de reconnaissance et ses conséquences pour finir sur l'amour et ce qui est susceptible de rendre notre vie heureuse. Après tout, les profs n'ont-ils pas eux aussi droit au bonheur? Bien sûr que si. Cet ouvrage ne s'adresse donc pas spécialement aux enseignants et enseignantes. Et pourtant, il aborde leurs problèmes de front, puisque le jeune homme est bien décidé à ne pas s'en laisser compter et à mettre à l'épreuve de la réalité les principes séduisants mais idéalistes du vieux maître. Seulement, tu l'as certainement compris, rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Et au fil de la conversation, il va s'apercevoir que, malgré toute sa volonté de mettre son interlocuteur à l'épreuve du réel, c'est lui qui marque des points. Finalement, il ne peut que se rendre à ses arguments. Mais commençons par le début. Le premier grief du jeune éducateur porte sur la recommandation de ne pas réprimander ses élèves. Suite à l'application de cette recommandation, le chaos règne dans sa classe et il ne peut obtenir le calme qu'en criant et en menaçant. Malheureusement, du fait de la mauvaise première impression qu'il leur a laissée en s'abstenant de les réprimander, ses élèves ne le prennent plus au sérieux. Ils lui prêtent à peine attention, même quand il décide de passer outre ses principes pour se mettre à les réprimander. Et le jeune homme se désole car sa collègue, qui, elle, a adopté une attitude ferme dès le départ, semble beaucoup mieux parvenir à faire régner le calme dans sa classe. Pourtant, suite aux questions du vieux maître, il doit bien admettre que le calme est de courte durée et qu'elle doit crier régulièrement pour assurer la discipline. Mais alors, s'étonne le vieux maître d'un ton faussement naïf, cela signifie que les cris ne sont pas réellement efficaces, puisqu'il faut les renouveler sans arrêt. Effectivement, les élèves font le gros dos pendant l'orage en attendant qu'il passe, avant de reprendre leur comportement comme si de rien n'était. Bref, les cris ne sont peut-être pas si efficaces qu'il y paraît. Alors, que propose-t-il ce vieux sage qui soit si efficace? Parce que c'est bien beau de critiquer, mais que peut-on faire d'autre concrètement? La réponse va peut-être te paraître farfelue. Il propose tout simplement d'instaurer un régime démocratique au sein de la classe. D'après lui, il faut effectivement en finir avec le style d'enseignement traditionnel dans lequel l'enseignant ou l'enseignante détient l'autorité. Et après tout, pour quelqu'un qui prône un partage des responsabilités à 50-50 entre apprenant et apprenante et l'enseignant ou l'enseignante, un système démocratique semble juste, non? Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi un système démocratique dans la salle de classe? En réalité, ce n'est même pas si révolutionnaire que cela. Il existe déjà bien des classes dans lesquelles on discute ensemble, en début d'année, des règles à établir pour un bon fonctionnement de la vie en communauté. Chaque règle est discutée, sa raison d'être décortiquée, avant de décider de son adoption ou de son rejet. Finalement, tout le monde doit se plier aux règles édictées. Non pas parce que le ou la prof l'a décidé, mais parce qu'elles ont été votées et acceptées par toutes et tous.
Tout ce processus doit non seulement favoriser le maintien de la discipline, mais encourager l'autonomie des élèves. Et toi, le fais-tu? Es-tu passé à l'action? Mais après les réprimandes vient la question des compliments. En effet, c'est une chose que de dire qu'on ne peut pas forcer le respect de la discipline par des réprimandes. C'en est une autre de dire qu'il faut également s'abstenir de faire des compliments. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de t'abstenir de faire des compliments dans un contexte d'apprentissage, mais il faut bien avouer que c'est très difficile. Quel adulte ne dit pas spontanément à un jeune enfant lui tendant, les yeux pleins d'espérance, son dessin, son œuvre fraîchement réalisée? C'est magnifique! Et ce, indépendamment du résultat objectif, bien sûr. Et en plus, on a spontanément envie de louer les bons résultats des enfants. Même dans une culture aussi avare en compliments que celle de la France, il est difficile de ne pas complimenter les bons élèves, ne serait-ce qu'en leur disant de manière succincte et simple « c'est bien » ou « bon travail », voire, si on est en verbe, « excellent ». Or, ces jugements sont bien des compliments. Le jeune éducateur a vécu une expérience similaire. Il avait d'abord cherché à ne pas complimenter ses élèves. Mais un jour, ce qui devait arriver arriva. Sans y prendre garde, il a loué un élève pour la qualité du travail que celui-ci avait réalisé. Au moment où il prend conscience de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il lit dans les yeux de l'enfant le bouleverse. Une joie et une fierté si profondes et si touchantes. Il découvre ainsi la soif insatiable de reconnaissance des enfants. Et puisqu'il était si simple de leur faire plaisir, surtout dans le cas où les compliments étaient à son avis véritablement mérités, il s'est senti ridicule de les en priver. Les compliments, ça fait plaisir. Et pas qu'aux enfants. Je ne compte plus les youtubeurs qui avouent à quel point lire les commentaires d'encouragement de leur audience leur fait plaisir. Et je ne suis pas une exception, alors si tu aimes cette vidéo, dis-le moi. Les enfants souhaitent plus que tout être vus, être reconnus. Les compliments que nous leur faisons montrent que nous les voyons et que nous les estimons. Malheureusement, selon Adler, ils nous font aussi entrer dans un cercle vicieux dont on ne sort plus. On devient alors dépendant de la reconnaissance d'autrui au lieu de développer son autonomie. En effet, un aspect central de la psychologie d'Adler, c'est que nous avons une zone de responsabilité sur laquelle nous pouvons agir. Mais beaucoup de choses n'entrent pas dans cette zone de responsabilité, et notamment l'opinion que les autres ont de nous. D'où le premier livre, The Courage to be Disliked, le courage de ne pas être aimé. Le secret du bonheur, c'est d'accepter ces choses qui ne dépendent pas de nous et de ne pas nous en préoccuper. En complimentant les enfants, nous encourageons leur dépendance vis-à-vis de la vie d'autrui au lieu d'encourager leur autonomie, réduisant ainsi leur chance d'avoir une vie épanouie et heureuse. Mais cela ne s'arrête pas là. En effet, les compliments instaurent une dynamique de compétition chez les enfants pour l'obtention de ces compliments. Certains d'entre eux vont ainsi développer un comportement d'enfant-sage afin d'augmenter leurs chances d'en recevoir. Jusque-là, tu me diras, tout va bien. Après tout, qui ne souhaite pas avoir des enfants sages? À moins qu'il n'y ait effectivement des adultes qui préfèrent des enfants épanouis. Et oui, épanouis, cela ne veut pas forcément dire sage, comme nous venons de le voir. Mais le plus grave, c'est que d'autres enfants vont rapidement se sentir incapables d'obtenir ces compliments si désirés. Ils vont alors y renoncer et essayer de capter l'attention d'une autre manière. Par exemple, en faisant le clown. Ou bien en faisant l'âne. En effet, le fait de recevoir des compliments, cela permet de se sentir validé dans son être parce qu'on se sent vu, reconnu. Mais si cette reconnaissance ne passe pas par les compliments, elle peut aussi passer par les réprimandes. Et c'est effectivement un principe de l'éducation positive. L'enfant qui fait le zouave le fait souvent tout simplement pour capter l'attention de ses parents, puisque ceux-ci ne font pas attention aux enfants sages. Or, un enfant cherche avant tout à rester au centre de l'attention, même négative. C'est donc en se démarquant des enfants sages que ces enfants-là parviennent à capter la part d'attention dont ils ont besoin, trouvant leur place dans la communauté, dans la salle de classe, par l'interprétation d'un rôle, comme celui du clown ou celui de l'âne. À ce moment-là, ils se sont engagés dans le deuxième des 5 stades décrits dans l'ouvrage The Courage to be Happy. D'après mes recherches, ces 5 stades correspondent aux 4 stades de rébellion décrits par un disciple d'Adler, Rudolf Dreikurs, et le premier stade, c'est celui de l'enfant sage, qui n'est donc pas en rébellion. Et il y a été ajouté pour souligner le fait que les compliments lancent cette dynamique de compétition pour le sentiment d'appartenance et de distinction, car c'est en se distinguant qu'on trouve sa place dans la communauté. Et si cela ne fonctionne toujours pas, les enfants vont alors changer de stade et se mettre à lutter pour l'obtention du pouvoir.
Ce stade est considéré comme problématique par le vieux maître. Une fois l'enfant engagé dans une telle attitude, il va être difficile de remédier à la situation sans aide extérieure. Les comportements adoptés par l'enfant à ce stade peuvent varier en fonction de son attitude assertive ou passive. Un enfant à l'attitude assertive va chercher le pouvoir par la confrontation en adoptant des comportements violents ou effrontés, alors qu'un enfant à l'attitude passive va se murer dans le silence et ne plus réagir. Le stade suivant est celui de la vengeance, dans lequel les enfants veulent se venger de ne pas recevoir l'attention qu'ils méritent en cherchant à atteindre la personne concernée. Par exemple, en blessant leur petit frère ou leur jeune sœur, sachant que cela va peiner leurs parents, ou alors en se blessant eux-mêmes. Ensuite vient le dernier stade, celui de l'incompétence, dans lequel l'enfant ne cherche même plus à essayer par peur de l'échec et de la désillusion. À ce stade, une aide extérieure est vraiment nécessaire pour sortir de la situation. Maintenant, tu as peut-être en tête l'objection de notre jeune éducateur. Au final, ce sont les parents qui passent le plus de temps avec leur enfant. Ce sont donc eux qui sont responsables. Les éducateurs changent au fil des années. Ce sont donc les parents qui sont visés par cette attitude et qui doivent faire ce travail avec leur enfant. Sauf que on en revient à ce point si crucial chez Adler, la zone de responsabilité ou zone de contrôle. Ce qui relève de ma responsabilité, c'est ce que je peux contrôler, mes actions, mes réactions, etc. Quant à ce qui est hors de mon contrôle, pour ma propre sérénité, mieux vaut l'accepter. Je ne peux rien y changer. C'était le cœur de l'ouvrage précédent des deux auteurs, The Courage to be Disliked. Comme l'opinion que les autres ont de moi ne relève pas de ma zone de contrôle, mieux vaut ne pas m'en préoccuper, sachant que mes actions, elles, relèvent bien de ma responsabilité. C'est important pour comprendre ce qui se joue ici. Le jeune éducateur, qui pense que l'enfant est davantage en contact avec ses parents, est en train de dire que l'attitude de l'enfant ne relève pas de sa zone de responsabilité. Et là, je ne voudrais surtout pas passer trop vite à la suite, car c'est une attitude que je vois revenir assez souvent chez des collègues, à la fois sur les réseaux sociaux, mais surtout dans la salle des profs. Je voudrais bien que tu comprennes que nous sommes toutes et tous concernés. Nous abandonnons trop souvent des apprenantes et apprenants innocents en les estampillant tout simplement de cas désespérés, que ce soit en raison de leur attitude, parce qu'on estime les parents responsables ou même pour d'autres raisons. Je revois encore devant moi cette prof d'espagnol en salle des profs qui constatait que son étudiante d'origine chinoise était parfaitement incompréhensible lorsqu'elle s'exprimait à l'oral. Elle semblait penser qu'il n'y avait rien à faire et surtout que cela dépassait largement sa zone de contrôle. Mais n'est-elle pas censée aider tous les apprenants et apprenants à progresser? Et si elle n'y parvient pas, n'est-ce pas sa responsabilité que de se former pour mieux y parvenir? Après tout, c'est elle la prof, n'est-ce pas? La facilité avec laquelle nous rejetons hors de notre zone de contrôle les choses pour lesquelles nous ne nous considérons pas compétents ou compétentes est parfois déconcertante. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas la solution que c'est en dehors de ma zone de responsabilité. Ça fait d'ailleurs partie des choses qui m'ont le plus frappé en lisant la biographie de Marva Collins. Marva Collins est une enseignante de la banlieue de Chicago. Et celle-ci s'indignait que l'on ne tienne pas les enseignants et enseignantes de l'année précédente pour responsables des lacunes d'une ou d'un élève. Parce que oui, les enseignants et enseignantes ne sont tenus responsables de rien. Ils ont la fâcheuse habitude de se défausser de leurs responsabilités dès que quelque chose ne marche pas. L'apprenant ou l'apprenante n'apprend pas? Il n'est pas motivé, je ne peux pas faire les exercices à sa place. Il n'a pas compris? C'est parce qu'il ne fait pas assez d'efforts. Quand cela ne marche pas, ce n'est pas de ma faute. Pile, je gagne, face, tu perds. C'est pas raisonnable. Et c'est bien la réflexion que lui fait le vieux maître à ce jeune éducateur. Si cet enfant se comporte ainsi dans ta classe, c'est à toi que ce comportement s'adresse. Et bien sûr que tu es responsable, c'est à toi de répondre. Alors, comment répondre? Avec respect. Ici, on en arrive à un de mes thèmes préférés. Je le répète souvent, il faut respecter ses élèves. Le vieux maître ne dit pas autre chose. Ainsi, alors que le jeune éducateur est persuadé que le respect doit venir d'abord des élèves, en réalité, le vieux maître lui fait voir que c'est à lui, l'adulte, de montrer l'exemple. Finalement, ce que veulent les enfants avec cette recherche d'attention permanente, c'est être vus. Les voir et les accepter tels qu'ils sont ne doit pas nécessairement passer par des compliments ou des réprimandes. Ce dont ils ont besoin, c'est d'amour. Et même si le jeune éducateur est payé pour exercer sa profession, pour bien le faire, il doit aimer véritablement ses élèves. C'est d'ailleurs fascinant de voir que les enseignants et enseignantes d'exception qui ont marqué la pédagogie, comme Marva Collins, Maria Montessori ou même Célestin Freinet, mettaient l'accent sur le respect des enfants et l'amour des élèves, surtout pour Marva Collins d'ailleurs.
Mais finalement, on va s'apercevoir vers la fin de l'ouvrage que le point clé de tout cela est le manque de maturité du jeune éducateur lui-même. Lui-même a en effet soif de reconnaissance de la part de ses collègues et ne parvient pas à garder le cap qu'il s'est fixé parce qu'il se compare dans une logique de compétition. Et ce qu'il lit dans les yeux de cet enfant qu'il complimente sans y penser, c'est aussi de la reconnaissance. Et il y devient accro parce que lui-même cherche à obtenir de la reconnaissance de la part de ses propres élèves. Ceux-ci le sentent. Comment pourrait-il alors le respecter? Lui-même ne s'accorde de valeur que dans les yeux des autres. Bref, l'enseignement s'est avéré un véritable chemin de développement personnel pour ce jeune éducateur. Et toi, où en es-tu de ton chemin? Es-tu prêt à t'embarquer pour découvrir la psychologie d'Adler? Et si tu veux aller plus loin sur le thème du respect, j'en parle aussi dans cette vidéo en prenant l'exemple de la prof du film Les Héritiers pour creuser la question.